Une chose que j'ai appris pendant le confinement, c'est que c'est pas les plus gros qui s'en sortent, c'est les plus rapides. Et nous, on avait cette capacité-là à être versatile et de pouvoir changer notre entreprise et utiliser notre force dans quelque chose d'autre. Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 35e épisode du podcast Hypercroissance, présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant près de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous êtes un commerce en ligne et que vous désirez passer de croissance à hypercroissance, rendez-vous au www.j7media.com et demandez à parler avec un de nos conseillers. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous bâtir un plan de match afin de faire grandir votre entreprise. Le terme pivot est un des termes les plus souvent utilisés en entrepreneuriat. On se réfère souvent à ce mot quand une organisation se doit de revoir son modèle d'affaires afin de s'adapter à une nouvelle réalité. Maintenant, il est beaucoup plus facile d'idéaliser un pivot que de l'exécuter. Arriver à modifier la direction de notre entreprise très rapidement requiert du courage, persévérance et également de la vitesse. Mon invité du jour, Kevin Pilu, cofondateur avec son frère Gary des événements Sportera, va nous raconter les enjeux inimaginables qu'il a pu vivre dans les derniers mois. Pour vous donner une idée, du jour au lendemain, les frères Pilu ont vu leur entreprise s'écrouler sous leurs yeux sans pouvoir faire quoi que ce soit. La COVID-19 a agi comme un raz-de-marée pour leur course à obstacles Mud Girl et les a obligés à pivoter leur organisation. En date du 14 juillet 2020, on peut dire qu'ils ont relevé le défi haut la main de leur pivot. Vous allez le voir dans l'entretien d'une 40aine de minutes comment Kevin et Gary ont été capables de créer le premier festival d'humour au volant au Québec et vendre 4000 billets pour leur première édition. Sans plus attendre, ma discussion avec Kevin Pilu. Kevin Pilu, tu es le cofondateur des événements Sportera, entreprise qui chapeaute la course à obstacles numéro 1 au Canada, Mud Girl. Le 15 mars 2020, tu as été dans l'obligation de mettre tous tes 15 événements aux États-Unis et au Canada sur pause à cause de la pandémie du COVID-19. Tu as vécu des moments difficiles entre l'annulation des courses, la mise au chômage forcée de tes employés, les soucis rencontrés avec les billetteries, bref, les derniers mois ont été compliqués pour l'industrie événementielle. Par contre, avec ton frère Gary, tu as été capable de renverser la situation en organisant tout récemment le premier événement d'humour en voiture, maintenant connu sous le nom de Fauve. Kevin Pilu, merci d'être de retour sur Hypercroissance. Jean-Antoine, merci beaucoup, ça me fait très plaisir d'être là. Kevin, quasiment 1 an, jour pour jour, puis je regardais mon agenda juste avant le podcast. L'année dernière, on était assis ensemble dans ton bureau, puis on enregistrait le podcast numéro 15 de Hypercroissance. Tu nous racontais à ce moment-là la percée de Mud Girl aux États-Unis. On peut dire maintenant que 12 mois plus tard, la réalité est quelque peu différente. La dynamique a beaucoup changé depuis le mois de mars. Puis je me rappelle, on se parlait au mois de mars, encore une fois. Tu étais en vacances avec certains de tes amis, je pense que c'était aux États-Unis pour un événement en soi. Puis quelques jours après, le COVID a embarqué. Puis moi, j'aimerais ça que tu nous dises, en commençant le podcast aujourd'hui, comment que tu as vécu cette situation-là entre l'arrivée du COVID, tes événements que tu as été obligé d'annuler ou plutôt de reporter. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de toi et ton frère à ce moment-là avec tout ce qui se passe? C'est certain que, un petit peu comme tout le monde, tout s'est fait de manière très très rapide en fait. On l'a pas vu vraiment venir. On a dû un petit peu s'adapter en fonction des informations qu'on recevait au jour le jour. Ça, moi à la base j'étais en vacances à Saint-Martin en fait chez un ami à moi et puis je me souviens juste avant de partir en vacances j'étais chez un autre ami qui me disait qui était un peu un fan des théories sur le Covid et de tout ce qu'il allait en suivre au niveau économique, etc. et qui me disait mais vous vous rendez pas compte, ça va changer notre vie. Et ça c'était en février et je disais mais ça va changer notre vie, c'est cool, c'est un virus, ok très bien, on va le maîtriser, on va être capable de maîtriser, il va rien se passer, je pars en vacances, on va passer à autre chose. Je pars en vacances et puis là à ce moment-là c'est là où on apprend que les événements, pas tous les rassemblements et les événements sont annulés jusqu'au 31 août 2020. Donc là, t'apprends ça, c'est quand même un choc parce que bon, toi, t'as une saison planifiée, tu te retrouves dans une situation comme ça et puis au même moment, t'as ta billetterie qui t'appelle pour te dire, en fait, juste pour vous dire, mais on sera pas en mesure de vous payer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et en même temps de ça, vous allez nous devoir de l'argent. Ça a aucun sens, on s'est retrouvé dans une situation qui était ubuesque, vraiment, genre, moi je me suis retrouvé là, je voyais mon téléphone comme ça, je dis, mais attends, il s'est passé quoi, là? Comment on est passé tout s'est arrêté comme ça du jour au lendemain.
Je me souviens en plus on avait c'était une période où en fait on avait beaucoup de gens s'inscrivaient parce qu'on était les événements approchaient, on était à 3-4 mois des événements. Beaucoup de monde était en train de s'inscrire et du jour au lendemain on est passé de plein de monde qui s'inscrit à plus personne qui s'inscrit, à la billetterie qui t'appelle pour te dire OK, vous devez rembourser les gens parce que l'événement il va pas avoir lieu, etc., etc. Donc c'était une situation quand même assez difficile. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, peux-tu donner un petit peu de contexte pour que les gens comprennent comment que ça fonctionne? Donc, vous travaillez avec une billetterie, puis la billetterie vous demandait de l'argent pour ça. Comment que ça marche un petit peu? En fait, nous, on est ce qu'on appelle des revenus perçus d'avance. Donc, en gros, nous, on fait des événements, on vend des billets d'événements un peu comme n'importe quel concert, 1 an à l'avance, 6 mois à l'avance. Donc, nous, on vend ça pour un événement qui va se passer plus tard, 6 mois ou 1 an à l'avance. Le seul souci, c'est que quand on prépare des événements comme ça, on peut pas les préparer la veille pour le lendemain. C'est des événements qui sont préparés 6 mois à l'avance, 1 an à l'avance. Faut payer les salaires, faut payer la publicité, faut payer les fournisseurs à l'avance, faut payer les lieux à l'avance, faut payer la police, il y a plein de choses qui sont à payer upfront. Et au final, on s'est retrouvé dans une situation où, eux, en fait, la billetterie, vu que c'est une très très grosse billetterie, ils ont voulu un petit peu se protéger des créanciers. Et en fait, ils ont voulu se protéger du fait que les gens allaient demander des remboursements. Ils se mettent dans une situation en disant, comme les gens allaient demander des remboursements, parce que c'est une situation qui s'est déroulée aux États-Unis, notamment à Miami, où il y a beaucoup de gens qui ont demandé des remboursements et ça a mis à mal la billetterie, chose que maintenant je peux comprendre. Mais quand tu es sur le coup et qu'on te demande de rembourser un certain montant d'argent que t'as pas, parce que t'as pas ce montant d'argent-là, parce que cet argent-là, tu l'as déjà dépensé dans la production de ton événement, c'est une situation qui est quand même assez difficile. Puis on parle de beaucoup d'argent qu'on a réussi finalement à s'entendre, à discuter, négocier, montrer pas montrer pas de blanche, mais montrer les efforts qu'on était capable de faire, et notamment auprès de nos participants, pour justement faire en sorte que le remboursement n'ait pas lieu, le remboursement n'ait pas eu lieu, et au final on s'est arrangé avec notre billetterie. Ouais. OK. Puis pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que c'est important de le mentionner. Tout ça, tu le gérais 100% à distance. Là. Pendant ces semaines-là qu'on discutait avec toi, que tu étais avec ton équipe, tu as passé une bonne partie du mois de mars, avril, mai, corrige-moi si je me trompe, mais tu n'étais pas au Canada. Fait que toute cette gestion-là, autant avec ton staff, ton frère qui est partenaire d'affaires, Gary, j'imagine peut-être d'autres fournisseurs, tout se passait 100% à distance là, parce que tu n'étais pas au Canada à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Après, l'avantage qu'on a avec Mud Girl, c'est qu'on a réussi à apprendre qu'on était capable de faire des événements à distance. La preuve, on a 17 événements aux États-Unis, 6 événements au Canada. Donc à chaque fois, on travaille un petit peu entre guillemets sur la route. Avec l'ouverture des États-Unis, on a des bureaux à Las Vegas, on était souvent amené à partir là-bas. Donc on avait un petit peu cette habitude-là de travailler comme ça. Mais là, il s'avère que justement, à un moment donné, quand j'avais terminé mon voyage d'une semaine, c'est vraiment au mois de mars, il y a eu début mars, l'annonce du coronavirus, les frontières commençaient à fermer. Au Canada, on a annoncé que les frontières allaient fermer, donc il fallait rentrer au pays. Donc là, moi, je me suis retrouvé un peu dans une situation, qu'est-ce que je fais? Et puis, moi, mes parents, ils habitent juste à côté de là où j'étais, donc en Guadeloupe, sur une île dans les Caraïbes. Et je me suis dit, tiens, je vais aller chez mes parents. Et puis 2 jours plus tard, ils ont fermé les frontières. Donc le problème, c'est que je suis resté confiné pendant 4 mois. Enfin, le problème, j'ai eu de la chance quand même d'être confiné pendant 4 mois chez mes parents en Guadeloupe. Mais il a fallu tout gérer à distance. C'est une autre manière de fonctionner, une autre manière de travailler. C'est sûr que c'est pas la meilleure manière de travailler au début là, mais après on s'adapte. Je pense que chacun est capable de s'adapter aussi en fonction des conditions. Tout le monde l'a fait, à travailler à distance. Peu importe où on est dans le monde, je pense qu'on a appris à pouvoir le faire. Je pense que c'est une très très bonne chose aussi de savoir, c'est mélanger à la fois le travail bureau et le travail à distance, c'est une très très bonne chose. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas une organisation qui s'en est tirée. Si tout le monde a dû, si c'était pas déjà le cas, avoir une procédure maintenant afin d'intégrer le télétravail dans notre routine, parce que j'ai l'impression que, c'est ce qui se passe présentement dans un ère qu'on est encore dans le COVID, mais même dans un ère post-COVID, et il y a beaucoup des habitudes qu'on est en train de prendre là. J'assume qu'ils vont rester également. Je te pose la question, Kevin, parce que là, l'annulation le report des événements, les lois qui rentrent, la billetterie qui est sur ton dos, la gestion de tes employés également. Tu sais, à un certain point, si tes événements sont annulés, tu vas pas garder tes dizaines d'employés sur le payroll. Tu sais, on s'entend, ça se fait juste pas. Là. Mathématiquement, tu ne vas pas faire ça. Ça a été quoi le plus gros enjeu, selon toi, dans eux que j'ai mentionnés? Il y en a peut-être d'autres également que j'oublie, que tu as eu à surmonter pendant ces premiers mois-là. Puis par la suite, on viendra au moment un petit peu plus heureux parce que là, récemment, vous avez renversé la situation. Mais si tu peux nous parler un petit peu quels ont été les plus gros enjeux, selon toi, que tu as eu à surmonter pendant ces premiers mois-là? Pour moi, il y a 3 choses que j'ai appris un petit peu qu'on a fait quand est arrivée cette crise-là. Déjà, je pense une chose qui est super importante en temps de crise comme ça, c'est de communiquer. Donc, que ça soit communiquer avec ses participants, communiquer avec ses employés. C'est une chose qui est, à mon avis, cruciale et qui a été cruciale pour de nombreuses entreprises
pense que celles qui n'ont pas communiqué efficacement avec leurs participants ou avec leurs clients, ni avec leurs employés, ça doit être plus difficile aujourd'hui. Nous, c'est quelque chose qu'on a fait directement. À la première heure, le lundi matin, on a appelé tout le monde, on a dit, OK, on se fait un meeting Zoom. À l'époque, c'était pas aussi connu que maintenant, mais on se fait un meeting Zoom et puis là, on a communiqué avec tout le monde pour leur dire, bon, bah voilà, voici ce qui se passe avec la billetterie, voici ce qu'on a fait, premier enjeu, on est obligé de mettre tout le monde au chômage technique. Puis ça vient avec une autre chose qui est le fait de se protéger. La première des choses en tant qu'entrepreneur, quand tu vois ce qui arrive, c'est de protéger ton entreprise et tu dois protéger ce qu'on appelle tes assets, tu vois, donc de pouvoir faire des prévisions financières pour savoir jusqu'à quand tu es capable de tenir dans cette situation-là. C'est un deuxième enjeu. Troisième aussi, moi je dirais que c'est vraiment de prévoir la suite, de prévoir le futur. Dans une situation incertaine, c'est très très compliqué, mais nous on avait déjà préparé un certain plan de retour, notamment au niveau de nos employés. Donc, on a commencé avec une personne qui a commencé à travailler à temps partiel, puis ensuite une personne qui a commencé à travailler à temps plein, puis une autre personne à temps partiel. Et au fur et à mesure, comme ça, on a reconstruit notre équipe jusqu'à ce que on crée quelque chose d'autre. Et là, on a réussi à embaucher tout le monde. Mais au début, on avait vraiment cet enjeu-là. Puis, il y avait un quatrième enjeu aussi. Je parlais de communiquer tout à l'heure. Communiquer avec ses participants, en fait, c'était pendant la crise, qu'est-ce qu'on va laisser, comment on va se souvenir de nous par rapport à nos participants, parce que eux, les participants, ils sont dans la même situation que nous, ça doit être sûrement difficile pour eux dans leur quotidien, puis on l'a vu, quand on a annulé nos courses, c'était difficile pour les gens, et ils nous l'ont fait savoir pour certaines personnes, mais comment on communique avec eux et comment on les aide. Donc nous, ce qu'on a fait, on a créé une sorte de Mud Girl TV, entre guillemets. On a appelé des ambassadeurs, des entraîneurs qui nous ont aidés pour pouvoir rebâtir notre communauté et faire en sorte que notre communauté elle soit pas laissée à l'abandon comme ça. Il y a beaucoup de courses qui ont laissé les gens nous dire OK, c'est bon, moi j'arrête. Il y a plus de courses, il y a plus d'un an, on verra ça dans 6 mois, on verra ça dans un an quand on pourra reprendre. Nous, on s'est pas arrêté. Donc on a créé une Mud Girl TV. Chaque jour, les gens, ils avaient 2-3 soit des entrevues de participantes, soit des entraînements de yoga, soit des entraînements à faire à la maison, etc. pour les maintenir actifs. Et les gens, ils sont confinés, ils sont chez eux, ils ont besoin d'avoir une activité, se changer les idées. C'est ce qu'on leur a proposé. On l'a fait pendant à peu près peut-être 4 mois, je pense. On avait proposé ce système-là. Donc voilà, ça résume un petit peu tous les enjeux qu'on avait, vraiment communiquer, prévoir, se protéger. Mais je pense que le plus gros enjeu qu'on avait en tant qu'entrepreneur, et je parle moi d'un point de vue personnel, c'est que pendant des mois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Elle est où la solution? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse et puis des compagnies, on en a créé avec mon frère. Pendant les 4 mois, on en a créé peut-être 10. Je t'ai déjà appelé pour d'autres projets et tout. À chaque fois, on disait, OK, faut faire ça, là, faut faire ça, faut créer ça. Jusqu'au jour où on a trouvé la chose qui nous allumait et qui nous disait, OK, ça, on va être capable de le faire. Parce que c'est facile d'avoir des idées dans la vie. Puis il y a plein de gens qui ont des idées. Moi, j'ai eu cette idée, nanana. Le plus important, c'est comment tu la mets en œuvre, cette idée-là, et comment tu fais en sorte pour que cette idée-là, elle se matérialise, et puis qu'elle se matérialise financièrement. Mais... Parce que c'est ça, tes options étaient limitées. Votre plus grande expertise, puis vous êtes bon là-dedans, c'est la création d'événements, c'est gérer des événements, c'est amener des gens à vos événements également. Mais là, il y avait pas beaucoup d'options sur la table. On s'entend, les lieux physiques, les rassemblements étaient proscrits, interdits. Puis on enregistre le podcast aujourd'hui en date du 14 juillet 2020. Il commence à avoir un déconfinement qui se crée, mais tout le monde a peur d'une deuxième vague encore. Donc, tu sais, on n'est vraiment pas sorti encore de tout ça. Puis là, c'est important de le dire, là, vous avez retourné la situation que je le disais plus tôt, mais j'aimerais ça qu'on retourne un peu à ce moment-là, parce que moi, je me rappelle, c'était à peu près, je pense, au mois de mai. Tu m'as appelé. Puis tu m'as dit, Antoine, est-ce que tu pourrais me présenter une relation d'affaires qu'on pourrait aller rencontrer parce qu'on a une nouvelle idée d'événement. Puis c'était dans le coin du mois de mai. Puis dans la première semaine de juillet, donc c'était quoi, le 4 juillet, je pense, vous avez fait votre événement à l'aéroport de Montréal. Donc c'est quelque chose, là, si on fait le calcul, vous avez une idée. L'idéation a commencé dans le coin du mois de mai parce que je me rappelle quand tu m'avais appelé, c'était vous commencez à penser à matérialiser tout ça dans votre tête et ça se crée et c'est sold out 45 jours plus tard. Peux-tu m'expliquer, puis surtout expliquer à l'audience aujourd'hui comment tu es capable de partir d'un « Hey, j'ai 15 événements qui sont cancellés un après l'autre, ou du moins reportés. Je me retourne sur un 10 cents, je parle avec mon frère, je parle avec des collègues, je parle avec des gens de mon entourage, puis en 45 jours, on refait un événement, parce que c'est ça que vous avez fait avec le Festival au volant, et on est capable d'être sold out. Parle-moi un petit peu là, de ce pivot-là, parce que c'est complètement exceptionnel. Ouais, c'est sûr, même moi, des fois, j'ai du mal à m'en rendre compte, mais je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, on a créé plusieurs entreprises avec mon frère dans le procès.
C'est le problème un peu des entrepreneurs, ils veulent toujours avoir de la solution pour tout. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'il faut vraiment avoir de la drive et la passion de faire quelque chose. Et je pense que nous, on a une passion pour les gens, l'humain, et pour l'événementiel. Et donc, pour nous, faire des événements, c'est ça qui nous drive. Donc, il a fallu trouver une solution par rapport à ça. Et la deuxième des choses, je pense que une chose que j'ai appris pendant le confinement, c'est que c'est pas les plus gros qui s'en sortent, c'est les plus rapides. Et nous, on avait cette capacité-là à être volatile, pas être volatile, mais je veux dire à être versatile et de pouvoir changer notre entreprise et utiliser notre force dans quelque chose d'autre. Et juste, il fallait trouver quoi. Et c'est ça qui a été difficile, de trouver le truc. Puis un jour, dans les nombreuses idées qu'on a eues avec mon frère, on voyait qu'en Europe, il y avait eu des concerts ou des DJ qui venaient avec des voitures, etc., etc. Et nous, on avait déjà commencé avec l'idée de cinéparc parce qu'on avait vu à un moment donné que le cinéparc de Boucherville il avait fermé. Et on s'est dit, mais attends, le cinéparc de Boucherville, il ferme, mais c'est une erreur totale parce qu'au final, c'est ça que les gens vont vouloir faire cet été. Donc, tu vois, on était déjà en mois d'avril, je pense que c'était en avril qu'ils l'ont annoncé. Mais c'est ça que les gens, ils vont vouloir faire. En été, avec la pandémie, etc., il va falloir trouver des solutions pour faire en sorte que les gens, ils puissent accéder à la culture et qu'ils puissent accéder à des événements. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, on devrait ouvrir un cinéparc. Elle était venue de là, l'idée, je pense. Un cinéparc. Puis après, on s'est dit, bah non, mais en fait, finalement, ça serait cool de faire un truc pour la Saint-Jean. Parce que la Saint-Jean c'est nice, les gens ils vont vouloir, tu sais, c'est quand même une fête importante au Québec, viens on fait quelque chose pour la Saint-Jean avec de la musique. Mais après on s'est dit ouais mais de la musique dans une voiture c'est poche, c'est vraiment poche, la musique autant être dans ta radio quoi. Puis après on s'est dit bah écoute il y a un autre truc que nous notre première de nos valeurs c'est le plaisir dans notre entreprise et puis nous on aime ça donner du plaisir aux gens. Puis on s'est dit rien quoi de mieux que de l'humour pour donner du plaisir aux gens dans ces temps de pandémie là, de redonner le sourire aux gens, de donner une manière de sortir et de s'amuser. On s'est dit bah tiens on crée le premier festival au volant. Et le mot on a vraiment trouvé le nom tout de suite. On était en plus pris dans le côté regarder la série Tiger King là, sur Netflix. Et on avait parlé, tu vois. C'est pour ça que d'où le mot fauve est sorti parce que on voulait jouer là-dessus avec le tigre, on voulait faire une pub avec le gars de Tiger King. Puis au final festival au volant, bah ça donnait super bien. Le mot fauve ça donne super bien. Et voilà c'était parti quoi. Donc on a démarré là-dessus. Mais là c'est beau d'avoir un nom, c'est beau d'avoir un concept, mais là en 45 jours, trouver les humoristes, trouver l'endroit, rebâtir un site web, rebâtir un brand, vendre des billets. Combien vous en avez vendu des billets? Des milliers, là. C'est des milliers de personnes qui sont venues. Ouais, on a 4000 personnes qui sont venues approximativement. Donc ça a été wow. Mais en fait, c'est sûr que, peut-être un jour, si j'écris un livre plus tard, c'est ça que je dirais, mais c'est le plus important, c'est t'as pas besoin d'avoir le parachute avant, tu sais, pour sauter, là. Ouais. Ouais. Mais en gros, tu sais, tu peux te lancer en affaires. Ouais. L'expression, c'est un entrepreneur, il va se tirer en bas de l'avion puis il va créer le parachute en tombant le bon. Un truc comme ça. Bref, c'est le concept. Un truc comme ça. Mais bref, en gros, t'as pas besoin d'avoir de cadre d'affaires pour lancer une entreprise. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que, déjà, on a l'avantage d'être bien entouré. Je pense que c'est un avantage pour un entrepreneur, pour des entrepreneurs, pour une entreprise. Faut s'entourer. Faut connaître des gens. Tu sais, on a la chance de vous connaître, vous, J7. C'est un support. On a beaucoup été aidés pendant la pandémie. Vous avez pris des nouvelles de nous, etc., etc. On faisait pas de business ensemble. On avait arrêté de faire des publicités. On a continué à avoir cette relation d'affaires qui est à mon avis super importante. On a aussi l'avantage d'avoir nous des actionnaires ou des partenaires d'affaires qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, qui nous ont. Ça c'est important. Tu sens que tu as un soutien, tu sens que t'es pas tout seul. Il y a aussi nos employés, qui ont été là pour nous aider. On a même des gens qui nous ont aidés bénévolement, à s'en sortir. Parce qu'au début, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à un moment, on était dans une période où, je reviens un petit peu en arrière, mais quand on annule 17 événements comme ça, on parle de à peu près 70 000 personnes à qui tu dois écrire pour leur dire, au fait, juste pour vous dire, votre événement, il aura pas lieu cette année, il aura lieu l'année prochaine. S'il vous plaît, ne demandez pas de remboursement, sinon il y aura plus d'événements. C'est un peu ça. Je fais un topo là, mais on a écrit statement sur statement, des communiqués sur communiqués sur communiqués. Il a fallu les corriger, les recorriger, les recorriger pour envoyer la bonne communication. Et puis, tu sais, ça nous est arrivé de travailler le soir jusqu'à 22h, 23h à répondre à des gens qui nous disaient, bah, moi, j'ai besoin de $50 parce que j'ai besoin d'aller à l'épicerie, je veux mon argent. Donc, tu sors de ça. Ça a pris du temps, ça déjà, de finaliser ça, peut-être à 2 mois facile. Et puis après, à un moment donné, quand tu sors de ça, t'as des idées un peu plus claires. Là, tu dis, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoutent. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur.
Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@j7media.com, donc AGAGNE @J, le chiffre 7, média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. Le fait d'avoir des partenaires, d'être bien entouré, je pense que c'est ça qui nous a particulièrement aidé. On a appelé un de nos partenaires d'affaires qui s'appelle Jean-Sébastien Boudreau, qui est notre avocat et partenaire chez Sportera, et qui était aussi président d'une ancienne fondation qu'on avait dans le passé. Et qu'on avait au final mis de côté. On faisait plus d'événements avec la fondation, des événements avec notre entreprise. Et là, on a décidé, tiens, ce serait le parfait moment pour relancer cette fondation-là. Donc nous, notre entreprise s'appelle Sportera et on a décidé de nommer notre fondation Artera. Donc voilà. Et puis Artera a plusieurs objectifs. C'est vraiment, de redonner. Nous, on a une passion pour le sport, mais aussi une passion pour l'art. Et donc au final, c'est un peu naturel de créer cela. C'est juste qu'on n'avait pas le temps de le faire dans le passé, mais là maintenant on a eu un petit peu plus de temps. Et en fait voilà, on s'est aussi aperçu que la culture au Québec, ça l'est encore aujourd'hui, elle a été délaissée. Puis ça, c'est une réalité. Elle a été délaissée. Je veux pas dire par qui, parce que je veux pas rentrer dans la politique ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ça, du fait que, on a un peu délaissé les artistes, mais je pense même pas aux artistes, je pense aux techniciens, je pense à tous les hommes et les femmes de l'ombre, qui aujourd'hui sont en grande difficulté. Et nous, quand on a vu ça, on s'est dit, waouh, on doit faire quelque chose, on est capable d'aider ces gens-là. À retrouver un travail. On n'est pas des bons samaritains non plus. On pense aussi à notre entreprise, à nos employés, mais on veut que la culture, on veut faire rayonner la culture. La culture, c'est super important au Québec, et on s'en a rendu compte ces derniers mois. Que ce soit l'humour, l'art vivant ou d'autres types d'art, mais il y a un vrai amour du Québec pour la culture. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on voulait vraiment miser, et c'est la raison pour laquelle on a parti aussi ce festival. Puis, vous lancez ce festival-là, vous avez l'idée de lancer ce festival-là, mais là, vous avez des noms assez impressionnants qui sont venus d'ailleurs. Bon, il va y avoir bientôt à Drummondville les Denis Drolet qui vont être là. Il y avait je pense que vous avez eu Rachid Badouri qui est venu en invité surprise dans l'événement à Montréal. Comment que tu arrives, en l'espace de quelques semaines, on le disait plus tôt, de trouver les contacts, d'amener ces humoristes-là, de trouver l'emplacement également? Tu sais, c'est beaucoup de logistique en très peu de temps. C'est beau d'avoir des partenaires, mais il a fallu que tu fasses les choses plus rapidement que jamais, là, Kevin. Ouais, tout à fait. En fait, des fois, c'est des hasards de circonstances dans la vie. Il s'avère qu'en fait, à la base, on a demandé à un ami à nous de devenir booker. Finalement, ça s'est pas fait pour X, Y raison. Et à ce moment-là, on a une de nos employés qui nous dit, mais vous savez quoi, mon meilleur ami, lui, il est booker pour tel bar à l'époque. Il faisait des soirées d'humour. On dit, ouais, ok, génial, très bien, mets-nous en contact. Bim, dans la journée, ça s'est fait. Le booker, il nous appelle, il nous dit, écoute, oui, moi, je peux vous booker. Ok, moi, mon prix, 7 ans. Ok, parfait, très, très bien, on commence. Ok, vous voulez qui? Ok. Donc, nous, on a commencé à faire une liste de noms. Que ça soit c'est sûr qu'on allait dans le très, très gros ou dans le moyen, ou dans le, on a sorti une liste de tous les humoristes au Québec qu'on voulait de nous. Et au final, les humoristes, ils ont adoré l'idée. C'est ça le retour qu'on a eu. Ils ont adoré l'idée et ils ont dit, écoute, puis comme ils étaient pas bookés, ça nous a permis de les booker plus facilement. Puis le premier nom qu'on a signé, en fait, c'était Mehdi Boussaïda. Et en fait, pour nous, on trouvait ça génial parce que Gary et moi, on est fans, on adore. C'est une super personne. Je le connaissais un peu dans le passé et tout, et puis j'adore ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Et je trouve que voilà, il a ce côté, tu sais, jeune, très dynamique, qui rien ne lui fait peur. Tu sais, il veut jouer dans des voitures ou jouer devant un ascenseur, il s'en fout du moment qu'il est là et qu'il joue. C'est un showman. Et au final, nous, on l'a booké au début et on a lancé l'information dans les médias. Donc on a eu de la chance d'avoir des médias, mais quand notre plus gros enjeu, on va dire, c'était qu'on n'avait pas de lieu. Et en fait, on a lancé, c'est pour ça que je parlais du parachute tout à l'heure et je parlais de la carte d'affaires, c'est qu'on a lancé l'événement Fauve sans avoir de lieu. On a défini une date au hasard. On s'est dit, en un mois, on va être capable de vendre autant de billets. Mais on a dit, on sait pas. Parce que le problème, c'est que c'est pas qu'on se faisait refuser, c'est que comme tout le monde travaillait pas, ça mettait du temps à avoir des réponses. En même temps, les règles de confinement, de déconfinement, elles changeaient au fur et à mesure, chaque semaine, donc c'était un peu compliqué. Par contre, là où on a eu énormément de chance, c'est que le jour où on a annoncé que le festival au volant allait avoir lieu à Montréal, du 3 au 5 juillet, 1 heure après, et je sais pas pourquoi on a eu cette chance-là, le gouvernement a annoncé que les cinéparcs étaient autorisés. Donc nous, on a lancé un truc 100%, parce que c'était aussi un d'autres enjeux, c'est qu'on savait même pas si on avait le droit de le faire, mais on avait quand même des contacts à santé publique, on avait des contacts au gouvernement qui nous disaient oui, ça va être bon.
Donc nous, on l'a annoncé. 1 heure plus tard, le gouvernement annonce que les cinéparks sont autorisés. Comme nous, c'est une activité type cinépark, mais avec des humoristes. On s'est dit, OK, good, parfait, let's go, on y va, on fonce. On continue sur cette chance, on va dire. On a un humoriste, on annonce dans les médias. Et en annonçant dans les médias, je dis pas qu'on n'avait pas de lieu, ça veut pas dire qu'on n'avait pas contacté de lieu. On avait contacté une dizaine, on avait des choix, en fait. Mais juste que les choix nous plaisaient pas tant que ça. Parce que soit c'était complexe, soit il y avait pas assez de places de stationnement. Tu sais, on avait des endroits avec 250 places, 300 places. Nous, on voulait minimum 400. Et en lançant, bim, le lendemain, on reçoit un mail de l'aéroport de Montréal. Enfin, Indigo, en fait, les parcs Indigo, pour nous dire, hey, les gars, c'est génial ce que vous faites, j'adore, je tripe, venez chez nous. OK. Puis on a commencé les négociations, on n'avait pas encore ouvert la billetterie, on avait juste annoncé que l'événement allait avoir lieu à Montréal, mais on n'avait pas de lieu définitif. Et au final, après négociation avec, c'est même pour Parc Indigo et l'aéroport de Montréal, c'est quelque chose de tout nouveau pour eux. Parce que là, tu te rends compte, pour eux, ils ont l'habitude, c'est des stationnements pour des employés. Là, ils se retrouvent à accueillir un festival avec des voitures, mais avec des humoristes. Donc c'est quelque chose de totalement différent. Et à côté de ça, nous, on avait la liste d'artistes qui commençaient à rentrer. On commençait à avoir des artistes arriver. On s'est dit, waouh, c'est génial, il y a un vrai engouement des artistes. Et on s'est dit, voilà, c'est le moment de closer le lieu. Et ça a mis du temps. Je te dirais que l'enjeu principal, ça a été le lieu. Le lieu, ça a été très, très difficile. Comment ça se fait une négociation comme ça? Parce que là, aucun des deux parties a un point d'entrée. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est comment que tu arrives puis que tu es capable de négocier l'emplacement d'un lieu comme ça. Est-ce que tu dois payer quelque chose là-bas? Comment que ça s'est passé, ce volet de négociation? Oui, c'est certain qu'il y a une redevance, on paye le lieu, hein, c'est sûr. Hein. Puis c'est ça que si jamais on compare un événement, un festival d'humour, par exemple, je pense pas en extérieur, mais par exemple, ça n'a totalement rien à voir de faire un événement dans une salle qui a déjà de la sécurité, une salle qui a déjà une salle qui a déjà une scène, qui a déjà des techniciens. Là, on part de zéro, là. C'est-à-dire qu'il faut construire une scène, construire une salle, construire avec des techniciens, ça coûte beaucoup d'argent. Mais après, l'aéroport de Montréal, eux, il y avait aussi, c'est pas qu'on a eu des difficultés, mais c'est juste qu'il fallait aussi montrer que ça allait pas avoir des répercussions sur tout le milieu aéronautique en fait, parce que techniquement, on est quand même à côté d'une tour de contrôle. Il y a des lumières le soir. Il y a des avions, il y a quand même des avions qui se posent. Puis on utilise un système radio. Donc la tour de contrôle utilise un système radio, nous on utilise un autre système radio. Donc là il a fallu faire des tests et pour intégrer la radio dans les voitures pour pas que ça vienne causer des problèmes au niveau des interactions avec les pilotes d'avion, etc. Donc ça s'est bien fait. Franchement, ça s'est fait super smooth. C'était super cool. Mais après, on a eu une super bonne relation avec justement Parc Indigo et l'aéroport de Montréal. À partir du moment où c'était signé, ils nous ont pas mal aidé justement pour que ça facilite le plus possible la production. OK, fait que ça s'est fait quand même. Parce que eux aussi, tu sais, tout le monde est dans le même bateau à un certain point. On veut qu'il y ait des événements, on veut qu'il y ait un engouement, on veut que les gens aient un petit peu d'espoir à travers tout ça parce que il y a aucun... Habituellement, Montréal est connu comme une ville incroyable de festivals pendant l'été. Cette année, c'était mort. Vous êtes un des seuls, là, vraiment, qui a été capable de faire un événement de ce genre-là cet été-là. J'ai pas fait mes recherches avant, mais j'ai pas vu un paquet d'événements sortir comme ça à Montréal de cette envergure-là pour cet été. Il y en a eu d'autres. Tu sais, je pense. En fait, nous, on était comme je disais tout à l'heure, c'est les plus rapides qui vont face aux plus forts. C'est qu'on savait qu'il allait en avoir d'autres. On savait qu'il allait en avoir d'autres. Mais nous, on a été les premiers à l'annoncer. Exact. On est les précurseurs. On est les premiers à avoir créé ce genre de festival. Après, c'est parce qu'en fait, il y a Québecor, les TD Music Park, qui ont annoncé après des séries d'événements, mais c'était des concerts dans les cinéparks. Bon, maintenant, ils font de l'humour. C'est pas grave. À la base, c'était vraiment du cinéma un petit peu partout. Ils l'ont annoncé après. Puis là, récemment, il y a eu aussi le groupe Entourage. Donc, on parle de vraiment des grosses machines d'événementiel. Eux, ils ont lancé ce soir en char. Donc, un autre événement de cinépark avec des humoristes. Donc, après, tant mieux. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir aussi d'autres personnes qui font la même chose. Je pense que il faut pas être seul dans son industrie ou dans son milieu. Il faut avoir des concurrents. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça rejoint plus de monde. Ça permet aux gens de connaître ce genre d'événement. Parce que tu sais, c'est pas facile dans la tête des gens de se dire tiens, je vais être dans un événement que personne connaît. Enfin, pas que personne. Déjà que personne connaît et personne n'a aucune idée à quoi ça va ressembler. On a tous fait des cinéparks, mais on n'est jamais allé voir des humoristes. Ouais, effectivement. Puis parle-moi un petit peu de ça. Comment que tu vois l'avenir tant qu'à être là des événements? Parce que là, en ce moment, s'il y a une chose qui est excessivement difficile à voir, c'est l'avenir, OK? C'est l'avenir parce que ça change. Y a-tu une deuxième vague qui arrive? Bon, il y a tous ces enjeux-là qui se passent au niveau de la COVID-19, mais en même temps, tu peux pas te permettre continuellement d'être réactif de ton côté. Il faut que tu poses des actions si tu veux continuer à faire avancer tes organisations. Donc, comment tu planifies l'avenir? Comment tu es capable de voir un petit peu le futur à court, moyen terme pour tes prochains événements en ce moment, Kevin?
Bah, c'est ça c'est la plus grande difficulté. Je pense qu'on n'est pas les seuls là-dedans. C'est sûr que nous, on a été les premiers, les premiers arrêtés. Je parle de l'événementiel. Les premiers arrêtés, on sera les derniers à repartir, c'est certain. Puis, dans un sens, c'est normal. On rapproche les gens, on fait en sorte que les gens soient connectés, etc. Puis, au final, on se rend compte que, bah, le plus grand danger, justement, c'est d'être avec des gens. Donc, c'est un peu l'antithèse. Mais au niveau du court terme, je te dirais que, tu sais, on veut se focaliser sur Fauve. On a ouvert à Drummondville, on ouvre à Québec. On va revenir à Montréal. On va essayer d'ouvrir aussi. Il y a le Parc Indigo qui essaie de faire en sorte qu'on soit en Ontario, notamment peut-être à Toronto ou à Ottawa. Donc on va voir. Tu sais, l'avantage c'est que on n'est pas, les gens sont dans leur voiture, donc on peut faire des événements jusqu'au mois de novembre si on veut. À partir du moment où il n'y a pas de neige, c'est plus pour les humoristes qui vont avoir un petit peu plus froid, mais on est capable de faire des événements. C'est sûr que ça n'a pas le même impact et la même grandeur que ce qu'on faisait avec Mud Girl. En fait, c'est différent. Avec Mud Girl, on avait beaucoup de monde. On drivait vraiment énormément de personnes. Ça, c'était incroyable. On était la première entreprise québécoise dans le milieu des courses à obstacles à ouvrir aux États-Unis. Je pense que ça vaut quelque chose. Ce qu'on faisait, on était bien parti en fait. Et là, on se retrouve à rebâtir quelque chose de tout nouveau. À côté de ça, c'est sûr que c'est pas que ça attire moins de monde, c'est juste que tu peux pas mettre 10 000 personnes sur un même lieu, c'est pas possible, c'est avec des voitures et tout, t'es un peu limité. Mais par contre, on n'a jamais eu, moi en 7 ans, j'ai jamais eu autant de pas de publicité, mais autant de médias qui s'est intéressé à notre festival, et autant d'approches. C'est fou, ça fait 7 ans qu'on fait des événements de sport, il y a personne qui nous approche, il y a aucun média qui veut nous couvrir, alors qu'on a des centaines de milliers de personnes, enfin à peu près 100 000 personnes cette année qui étaient prévues. Et là, on fait des événements dans des voitures pendant un temps de pandémie quand il n'y a aucun événement ailleurs. Et on se retrouve avec là, ce soir, on est à VTL parce que VTL, ils veulent qu'on fasse une entrevue. On a eu 30 parutions médias. On est passé à la télé je sais pas combien de fois. On a été en face à face avec Patrick Rozon de Juste pour Rire pour parler des événements, les futurs des événements. Et c'est fou. Il y a un réel engouement pour ce type d'événement-là. Moi, je dirais c'est cool, c'est bien pour notre compagnie. Je trouve que ça nous permet, c'est comme si on a construit quelque chose d'autre. Si on est retombé sur nos pattes, on s'est transformé, on a changé ça à 180 degrés, on a réutilisé les forces de notre équipe pour pouvoir repartir sur une nouvelle dimension, un nouveau festival. Mais je trouve que je peux pas prévoir que de l'année prochaine il va y avoir un Fauve 2000. Il va y avoir un Fauve, mais sous quelle manière, je sais pas. Est-ce qu'on va venir en vélo? Parce qu'on sera autorisé à venir au vélo, puis à ce moment-là, on appelle ça le festival au guidon, donc le festival au volant, ou alors peut-être que c'est nous qui allons nous déplacer, qu'on va aller de ville en ville pour pouvoir présenter ces genres de spectacles aux gens. On peut pas savoir, c'est difficile de connaître l'avenir, mais c'est juste qu'on est versatile, on est capable de se positionner en fonction de si la pandémie reste, on continuera à faire des événements au volant. Si la pandémie elle est plus là, à ce moment-là, on fera la même chose, mais ça sera pas en voiture, mais ça sera laisser les gens viendront, etc. pour regarder des humoristes comme Juste pour Rire, par exemple. Donc voilà, c'est ça au niveau de court terme, moyen terme, c'est sûr, c'est difficile à prévoir, mais dans les deux cas, on est capable de s'adapter en fonction de ce qui va se passer. C'est ce type d'événement-là qui nous permet. Par contre, moi, personnellement, ce que je trouve ça triste. Puis, tu sais, c'est notre entreprise, on fait ça comme événement, mais c'est triste. De devoir faire en sorte que les gens doivent être dans des voitures pour regarder des shows d'humour, c'est un peu triste, malheureusement. C'est ce qu'on pensait avant, en fait. On disait, et puis moi, ce que je disais à mon frère, c'est que je trouvais ça super triste, en fait. Tu fais venir des voitures, puis les gens sont et puis au final, c'est sans s'apercevoir, l'ambiance qu'il y a, elle est incroyable. C'est fou, c'est inimaginable parce que ça donne des frissons en fait. Tu vois les gens, et des gens ils nous ont dit, c'est la première fois qu'on sortait depuis le confinement. Ils étaient jamais sortis depuis le confinement, à part aller faire les courses, ou aller à la pharmacie, c'est tout. Première sortie, donc les gens ils étaient super heureux. En plus, comme les règles elles sont un peu allégées, les gens ont le droit de sortir de leur véhicule en respectant les distanciations de mètres. Donc il y avait des gens dehors. Et puis après, quand c'est la nuit, arrive 21h, le spectacle, c'est la folie. Les gens ils klaxonnent, les jeux de lumière. C'est une ambiance indescriptible. C'est unique au monde. Et je pense que les gens ils sont heureux, non pas, oui, ils sont heureux de venir rigoler, mais ils sont aussi heureux de vivre une expérience qui est unique. C'est unique. Tu verras jamais ça ailleurs, quoi. C'est pas pour nous vendre, mais quand tu viens, tu passes un moment incroyable, quoi. Ben, tu peux voir les shots qui sont présentement, qui ont été prises, les prises de vue qui ont été prises dans le dernier événement que vous avez mis sur vos médias sociaux avec le coucher de soleil, l'avion qui décolle. C'est fou. Puis, tu mentionnais tout à l'heure, on a eu Rachid Badouri qui est venu nous voir. C'est quelque chose, c'est pas prévu, en fait. À la base, Mehdi Boussaïdan, avant son show, il nous dit, j'ai Rachid Badouri qui veut venir faire un 5 minutes parce qu'il tripe sur le projet et il veut voir à quoi ça ressemble. Je dis, ouais, vas-y, viens. Et puis, il est arrivé, il a vu ça, il a fait, waouh. C'était cool, on a passé un super moment. Puis en plus, il s'avérait que c'était capté à ce moment-là en vidéo, donc pour nous, ça a été forcément un plus. Mais non, il a adoré ça, il a adoré son expérience, nous aussi. C'est sûr que pour des humoristes, c'est totalement différent parce que t'entends pas forcément le rire des gens, t'entends plus des klaxons.
Donc là, il faut s'adapter, tu vois. Et au final, en général la première, parce qu'on fait 2 représentations par jour. La première, elle est un petit peu genre waouh, qu'est-ce qui se passe? Après la deuxième, il se lâche complètement. Mais après voilà, il faut s'adapter. Je pense qu'aujourd'hui, t'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est les gens qui peuvent nous reprocher de faire ça en voiture ou pas de faire ça. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on regarde des humoristes sur Internet pendant 1 an, 2 ans? À un moment donné, il y a plein d'idées à développer, il y a plein de choses à faire. Et je pense qu'il faut juste se tourner les méninges, et notamment dans l'événementiel, il y a plein de gens qui ont des énormes qualités pour pouvoir développer des nouveaux projets. Il y a plein de choses qu'on voit même dans les restaurants, dans les industries qui sont très touchées. Puis c'est ça, les entrepreneurs, c'est trouver des solutions par rapport à des choses où tu penses qu'il y en a pas. Aussi, ce qui est intéressant, Kevin, c'est qu'en ce moment, c'est très précaire comme situation. Comme tu le disais, votre course principale, votre moteur de revenu principal, ModGirl, présentement, est sur pause. Mais tu sais, à un moment donné, tout ça, ça va arrêter, là. Tu sais, à un moment donné, il va y avoir un vaccin, que ça soit dans 1 an, dans 1 an et demi, tout ça. Et là, il y a des excellentes chances que vous allez relancer votre course, ModGirl, puis vous allez avoir acquis toute cette information-là, toutes ces connaissances-là sur faire des shows d'humour, comment ça se déroule, cette industrie-là. Ça va vous donner des assets intéressants en tant qu'entreprise, là, si vous voulez vous lancer dans des verticales différentes. Ouais, tout à fait, tout à fait. Puis même c'est pas terminé, on a encore un 3e projet là, enfin un autre projet en plus de Sportera, Artera, ben quelque chose qui serait dans Artera, qui continuerait à être dans l'art, où là on serait plus c'est un peu un projet un peu plus numérique, on va dire. J'ai critiqué le fait de regarder sur Internet des shows d'humour, mais ça, on va avoir une approche un peu aussi avec la culture et le tourisme qu'on essaie de mettre en avant. Mais c'est certain, il faut se diversifier. Je pense qu'aujourd'hui, si on n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer dans le futur, faut rien prendre comme acquis. Ça, c'est une chose qu'on a appris dans notre entreprise. C'est l'humilité, c'est la deuxième de nos valeurs. Et puis, même si notre événement il marchait, même si des événements ils marchent, ils fonctionnent, faut toujours penser aussi à autre chose. On sait jamais ce qui peut se passer. La preuve, ça peut arriver du jour au lendemain. Et puis oui, on serait capable de faire d'autres choses. Nous, ce qu'on aime, c'est vraiment les événements, ça, on en est sûr. Et ce qu'on aime, c'est ce côté, aller se déplacer, aller présenter des choses en région, d'aller à l'international. Je pense que c'est une de nos forces aussi. Puis, Kevin, avant que je te laisse filer, un des trucs que tu as très, très bien maîtrisé pendant ces 4 derniers mois-là, c'est la capacité de pivoter. La capacité de pivoter, de prendre une situation qui était très complexe à ton industrie, puis de la mettre à ton avantage et d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont des entrepreneurs, qui peut-être pas nécessairement ont eu tous les mêmes enjeux que toi, mais certaines personnes ont eu des enjeux et ont dû se réinventer. C'est quoi le conseil que tu donnerais aux gens aujourd'hui qui sont face à une situation comme ça et qui se doivent de pivoter? Par où qu'on doit commencer? Je pense qu'une des choses importantes déjà, c'est de regarder dans les ressources qu'on a. Les ressources, je pense notamment au niveau de ses employés. Il y a des gens qui pourraient vous surprendre dans ce qu'ils sont capables de réaliser. Tu vois, nous on a des gens qui se sont retrouvés à être de passer de designer graphique à régisseuse de son pour un événement. C'est pas du tout leur corps de métier, mais elles ont réussi à partir du moment où tu leur donnes des outils pour pouvoir le faire et être formés. C'est comme ça qu'ils vont y arriver. Bon, la régisseuse de son, elle n'a pas eu de formation. Elle est arrivée le jour même. Il y a les techniciens, ils lui ont expliqué, et puis en 2 heures, c'était plié, et puis elle a réussi à le faire. Mais vraiment, elle est puisée dans les ressources. Et tu vois, nous, il y a un truc qu'on a fait pendant la pandémie, c'est on a offert des formations à nos employés. C'est-à-dire que les gens, ils n'avaient pas forcément de travail, mais on leur donnait des formations. On leur donnait 3 types de formations. Des formations qui ont rapport avec le bureau, mais de manière générale. C'est comment j'utilise tel logiciel, comment je m'améliore sur Excel, etc. 2, des formations sur par rapport à leur travail spécifique. Tu sais, je travaille en production, comment je fais un meilleur plan de production. Je travaille en opération, au niveau des fournisseurs, comment améliorer ma relation avec les fournisseurs, comment améliorer mes communications, etc. Et 3, on leur donnait aussi la liberté d'avoir le créatif. Donc des formations créatives. Ils choisissaient ce qu'ils voulaient faire. Tout simplement pour continuer à stimuler la partie cérébrale, la partie créative de leur cerveau. Ça fait aussi partie de nos valeurs, la créativité. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est super important. Faut penser que les gens, à partir du moment où on leur donne des outils, notamment nos employés, on leur donne les outils nécessaires, et ils vont trouver quelque chose qui va leur plaire. Et c'est à partir de là qu'on est capable de construire quelque chose de grand, tu sais, tout le monde ensemble. Puis tu sais, nous, on s'est retrouvés à faire des événements. Tu sais, techniquement, on n'a pas vraiment changé d'industrie. On fait toujours de l'événementiel. Donc les gens ici, ils continuent à faire un peu ce qu'ils faisaient avant. Mais il y a des gens qui ont fait des métiers totalement différents. Et puis c'est ça que je dirais, c'est vraiment puiser dans ses ressources. Puis je vous jure, il y a des gens qui peut-être qu'au travail ils étaient moins épanouis avant, et aujourd'hui ils le sont beaucoup plus parce qu'ils ont trouvé leur voie. Ils ont trouvé leur voie, on leur a fait un show d'humour. Il y a une personne ici, elle gère des artistes. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. J'ai géré des artistes. Et aujourd'hui, elle tripe sa vie. Elle nous dit tous les jours, je tripe ma vie. Je gère des artistes ils viennent. Et puis, elle a super bien reçu nos artistes. Au final, on s'est fait applaudir par beaucoup de gens dans l'industrie pour nous dire, voilà, la manière dont vous avez accueilli des artistes, on n'avait pas pu ça depuis une 20aine d'années. On a un artiste qui nous a dit, ça fait 12 ans que je suis dans le milieu.
j'ai jamais vu rien d'organisé aussi bien. Si jamais je fais un show, c'est un artiste très connu, là. Je vais pas dire son nom, là. Mais si jamais je fais un show en extérieur, c'est votre compagnie que je vais embaucher. Donc, tu vois, même si tu te lances à l'aveugle comme ça, puis pour comprendre que c'est compliqué, faut pas oublier que, tu sais, on a des ressources à l'interne. Puis c'est ces ressources-là, les gens, ils sont capables, ils peuvent changer, ils peuvent faire des choses différentes, ils peuvent être touchés à tout. Puis au final, ils vont découvrir une passion, peut-être. Tu sais, tu peux pas savoir que t'as une passion si t'as pas essayé. Donc, découvre. Et puis, tu sais, moi, genre, les shows d'humour, j'aurais jamais pensé que j'allais en faire. Et puis finalement, je dis pas que j'ai une passion pour les shows d'humour, parce que ça organiser, c'est quelque chose, mais c'est génial. C'est une superbe vibe. On est tous très contents de tout ça, quoi. Ben, être dans une industrie où est-ce que tu donnes du plaisir aux gens, où est-ce que tu fais rire les gens, ça doit être quelque chose de très gratifiant parce que tu t'es dans le partage de plaisir, donc ça doit être assez intéressant. C'est gratifiant, mais après t'as un revers de bâton, c'est si jamais ça marche pas ou si jamais les gens sont pas contents, là tu vas le savoir. Ah, j'imagine. Hein? Après, c'est comme pour tout, là, mais pour l'instant, à date, on va toucher du bois, tout se passe pour le mieux, les gens sont contents. On a fait, sur les 5 événements qu'on a fait, on a eu 3 sold out. Donc, les 3 soirées à 21h, elles étaient sold out. Cela était assez incroyable. On n'y croyait pas trop. Et puis voilà, on a des villes qui nous ont appelés pour ouvrir, comme à Drummondville, comme à Québec. Et voilà, on est parti pour être sur la route tout l'été, quoi. Donc, c'est bien. Ça va nous occuper un petit peu. Ah, c'est un excellent pivot. Kevin, merci énormément de ton temps. C'est la première fois que j'ai un invité qui est là pour une deuxième fois sur Hypercroissance. Donc, c'est bien. Je me sens chanceux. J'espère que je serai pas là pour une troisième fois. Ça voudrait dire qu'il s'est passé quelque chose et qu'on a dû refaire un pivot. Ben là, t'as dit que t'as un troisième projet. Fait qu'on va voir comment... C'est vrai, ça. Bah, alors, on va se revoir une troisième fois. Ah, pourquoi pas. Puis avant de te laisser aller, sachant que je trouve que c'est une très belle idée que vous avez eue avec Fauve, comment qu'on peut en apprendre plus si les gens veulent, qui ont manqué, disons, le premier week-end, puis qui voudraient aller dans les prochains week-ends, parce que tu disais, vous êtes à Drummondville, vous pensez ouvrir à Québec, je pense que tu me disais, vous allez peut-être également revenir à Montréal. Comment qu'on peut en apprendre plus sur vous? Bah, tout simplement dans notre site internet, donc fauve.ca, FAUV, donc festivalovolant.ca, ou directement sur notre page Facebook de Fauve, Festival au Volant, ou sur notre Instagram. Puis là, tu peux retrouver toutes les dates, donc 25-26 juillet à Drummondville, 14-15 août à Québec, 22-23 août à Montréal. Pour l'instant, c'est ça. Et puis après, d'autres dates à venir. Bon, ben merveilleux. Kevin, merci énormément. Félicitations pour votre pivot. Je trouve ça assez phénoménal. Puis c'est tout à votre honneur. Je vous connais bien. Puis ça me surprend pas que vous avez eu l'estomac pour passer à travers ça et trouver des solutions. Puis je vous souhaite le meilleur des succès pour la suite. Génial, merci. Puis pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus gros, mais les plus rapides. Cette phrase que Kevin a mentionnée dans l'entretien a clairement marqué mon imaginaire. On oublie souvent, mais être une plus petite entreprise nous offre la chance d'être plus flexible. Et pas besoin de vous dire que dans l'environnement dans lequel on vit présentement, la flexibilité est quelque chose qu'on se doit de posséder. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agang@j7media.com. Donc, AGAGNE, @J, le chiffre 7, média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.